Bonjour, on est avec Alessandro Barbero, historien très connu italien qui enseigne à l'Université du Piémont. Alessandro Barbero est aussi écrivain et romancier. Il a même gagné le prix Strega, le plus prestigieux des prix littéraires italiens, avec un roman intitulé La belle vie ou les aventures de Mr. Pyle, publié en France chez Gallimard. Mais il est historien, il est surtout connu pour ses essais historiques parmi lesquels il y en a un certain nombre publiés et traduits en France. Je rappelle seulement Charlemagne ou alors Les Divans d'Istanbul ou plus récemment La bataille des trois empires. Alors, Alessandro Barbero, donc merci d'être avec nous. Et merci à vous. Et avec toi, je voudrais parler, on veut parler justement de cette situation dans laquelle on se trouve, de pandémie, la situation du Covid, mais on sait que toute l'histoire a été marquée par de nombreuses pandémies qui ont marqué la vie des hommes à partir de la première dont on parle en général, c'est la peste de Justinien au VIe siècle. Alors ma première question, ce serait quelles sont les pandémies les plus importantes dans notre histoire? Alors, je dirais qu'il y a eu des épidémies qui, effectivement, ont déclenché des changements historiques significatifs. Je dirais peut-être la plus importante de ce point de vue-là, c'est une épidémie relativement peu connue aujourd'hui, et que tu n'as pas cité justement de ce fait, et qui est ce qu'on appelait, je dis, la peste antonine, c'est-à-dire l'épidémie qui ravage l'Empire romain à l'époque des Antonins, justement, la fin du IIe siècle, l'époque de Marc Aurèle. Cette épidémie, qui n'était pas probablement la peste, aujourd'hui on a plutôt l'impression que c'était la petite vérole, la variole, comme on dit, hein, qui est une maladie qui aujourd'hui a presque disparu, qui a été domptée, mais qui à l'époque faisait des ravages énormes. Et là, justement, c'est le moment où l'Empire romain découvre qu'il est à court de population, qu'il est à court de main-d'œuvre, qu'il a besoin d'immigrants pour travailler les champs, pour rejoindre l'armée. Et donc, l'Empire romain commence une heureuse politique d'accueil d'immigrés qui, pendant des siècles, lui permet de survivre à cette crise démographique, mais qui, en même temps, ouvrira aussi la porte à l'époque des invasions barbares et donc à la transformation très profonde de l'Empire en Europe. Toujours la variole, rappelons-le, dévaste les populations de l'Amérique après l'arrivée des colons européens, parce que c'est une maladie qui, surtout lorsqu'elle tombe sur une population où elle était inconnue, est très, très mortelle. Et donc là, vraiment, la conquête européenne de l'Amérique du Sud, les Espagnols, mais aussi du Nord, les Anglais, a été soutenue par la presque totale disparition de peuples entiers balayés par ce fléau. Par rapport à ça, la grande peste européenne du Moyen-Âge de 1348 est peut-être moins importante du point de vue des changements qu'elle a pu déclencher. Même si elle a marqué les esprits pendant longtemps, la peste du Moyen-Âge était toujours pendant longtemps la référence de la menace la plus grave qui peut tomber sur une communauté, non? Oui, mais je dirais que c'est plutôt nous qui sommes hantés par ce souvenir. Tu sais, au Moyen-Âge, la peste, au bas Moyen-Âge, elle était presque inconnue. Elle avait existé à l'époque de Justinien, comme tu disais, mais au bas Moyen-Âge, elle était inconnue. Lorsqu'elle tombe en 1348-49, effectivement, c'est un choc énorme pour cette société qui pourtant apprend très vite à compter avec ce danger qui se répète, qui revient. La peste revient tous les 10 ans, les 15 ans. Chaque génération fait face à cette menace, mais il s'agit, là voilà, d'une menace très concrète qu'il faut affronter. Il faut inventer des mesures prophylactiques. Et c'est à cette époque-là qu'on invente la quarantaine et tous ces trucs qu'aujourd'hui encore nous avons appliqués mécaniquement dès que la menace s'est manifestée. Et donc, je dirais que leurs esprits n'étaient peut-être tellement hantés par cette menace qui était très réelle par rapport à notre époque où la peste n'existe plus et donc elle existe dans nos esprits.
Est-ce que ça veut dire que les pandémies sont aussi, tu l'as dit, elles peuvent transformer la société, mais sont aussi un accélérateur d'invention? Est-ce qu'on peut dire qu'elles poussent les hommes à chercher des solutions pour des problèmes qui n'avaient pas prévus? Bien sûr, là, il faut voir, il faut s'entendre, parce qu'il y a des historiens qui aujourd'hui soutiennent que justement la grande peste du XIVe siècle aurait changé en profondeur la société médiévale, pas tellement les mentalités, hein, parce que de ce point de vue-là, des mentalités, dans le passé, on s'est trompé de façon presque comique. On avait cru que justement la grande peste avait apporté un souci de la mort qui auparavant n'existait pas, avait transformé la mort dans une préoccupation majeure dans les esprits des hommes de la fin du Moyen Âge, de la Renaissance. Et on portait à exemple les grandes fresques du Camposanto de Pise, qui représentent justement, apparemment, une grande épidémie. Il y a la mort qui fauche les hommes, il y a des tas de cadavres. Et puis, on a découvert que ces fresques ont été peintes avant la Grande Peste. Et donc, le thème de la mort, l'obsession de la mort était déjà là. Alors, il y a d'autres historiens qui soutiennent que, par contre, il ne s'agit pas des mentalités, il s'agit des rapports sociaux, d'une libération des serfs, d'une économie plus vivace, etc. Là, je ne suis pas vraiment sûr. Euh, c'est vrai que les épidémies de peste de la fin du Moyen Âge ont réduit presque de moitié la population de l'Europe, ce qui veut dire que les salariés moins nombreux ont pu obtenir des gages plus importants et qu'effectivement, on voit dans l'économie cet effet heureux, si on peut dire, de la peste, parce qu'il y a beaucoup de gens qui auparavant n'avaient pas le sou dans la poche et qui maintenant ont davantage, peuvent faire des dépenses, peuvent faire des frais, peuvent acheter. Et alors, il y a tout un marché qui se remet en mouvement. Et ça, c'est possible, oui, c'est possible que ce soit un changement qui a été effectivement inspiré par la peste. Et puis, en plus, il y a les changements qui sont peut-être les plus intéressants pour nous aujourd'hui, parce que j'espère que nous allons sortir de notre peste en ayant appris des choses, je ne sais pas, sur le financement public de la santé, sur le fait que la santé ne doit pas être gérée avec des critères de stricte économie, etc. Mais du point de vue technique, nous allons aussi, nous sommes en train aussi d'apprendre des techniques de gestion, justement. Et là, c'est ce qui est arrivé dans le passé. Et là, je dois dire que la société européenne, dans la gestion de la peste, a probablement développé une de ses armes majeures par rapport aux autres civilisations avec qui elle était en compétition. Parce que, justement, la peste de la fin du Moyen Âge inspire des mesures de contrôle. Il devient très important de repérer les cas de peste dès qu'ils se manifestent pour la première fois. Tous les gouvernements apprennent qu'il est très important d'être renseigné très vite de ce qui arrive dans les autres pays, dans les autres villes, et qu'il faut prendre des mesures là aussi très vite. S'il y a la peste à Bordeaux, on va arrêter tous les bateaux qui arrivent de Bordeaux. Ils ne pourront plus entrer dans les autres ports. Et tout ça fait que la peste reste en Europe jusqu'au début du XVIIIe siècle, on le sait. La dernière grande épidémie est peut-être la peste de Marseille, 1718-19. Mais la peste fait moins de ravages en Europe, déjà à cette époque-là, et puis elle disparaît, tandis qu'au Moyen-Orient, au Proche-Orient, par exemple, la peste était encore là à l'époque de Napoléon, non, les pestiférés de Jaffa, etc. Et c'est que la société musulmane n'a pas été aussi rapide à développer des moyens, on dirait banalement, avec un lieu commun, par fatalisme peut-être, aussi peut-être pour une moindre efficacité de l'administration ottomane. Le fait reste que ces sociétés-là ont été moins habiles, moins promptes pour se défendre des épidémies que par rapport à la société occidentale. Est-ce qu'on peut dire, ou on peut faire la même réflexion pour l'épidémie de fièvre espagnole du début
XXe siècle, dont on a beaucoup parlé ces jours-ci. Est-ce que là aussi, c'était un accélérateur de changement dans la société ou non? Alors là, j'ai l'impression que là aussi, c'est plus ou moins ce que je disais pour la peste du XIVe siècle, je me répète, mais là aussi, j'ai comme l'impression que cette épidémie d'espagnol de la fin de la Première Guerre mondiale est un peu peut-être surestimée par l'historiographie d'aujourd'hui. À l'époque, ça a été un événement important, bien sûr, mais on en a peu parlé. Et on en a peu parlé parce qu'il y avait la censure, il y avait la guerre, les moyens de communication étaient censurés, contrôlés. Les journaux ne parlaient pas de l'épidémie. Justement, on l'appelle la fièvre espagnole parce que les Espagnols, eux, les pauvres, n'étaient pas en guerre. En Espagne, il n'y avait pas la censure. Et donc, les journaux espagnols en parlaient. Du coup, tout le monde a parlé de la fièvre espagnole, qui n'était pas espagnole au moins du monde. Alors, l'opinion publique était consciente que quelque chose de terrible arrivait, mais bon, on ne savait pas bien quoi faire, on a pris des mesures, mais surtout, on vivait dans un monde où le changement d'un côté et la tragédie de notre côté étaient déjà présents depuis des années de façon énormément plus importante. C'était la guerre mondiale. La fièvre espagnole arrive en 1918, lorsque la guerre est là depuis 4 ans. La souffrance, la peur, l'angoisse, la crainte pour le futur et en même temps l'espoir. À la fin de la guerre, on va voir, on va faire, on les aura, tout va changer. Et tout ça était dans les esprits, ce qui fait que, bon, les changements étaient déjà là. Et puis il y a les révolutions, bien sûr. En 1917, il y a la révolution russe. Et dans tout le monde, les ouvriers commencent à se dire, est-ce qu'on va faire comme en Russie? Et donc là, il y avait des moteurs de changement qui étaient bien autrement importants que l'épidémie. Et les épidémies, la peste, sont devenus aussi des thèmes littéraires. On les retrouve dans beaucoup de romans, beaucoup d'œuvres. En particulier, par exemple, tout le monde en Italie connaît les chapitres que Alessandro Manzoni a consacrés à la peste dans son livre, dans son roman majeur, Les Fiancés. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est intéressant de relire un livre comme Les Fiancés de Manzoni? Alors, les fiancés, il Promessi Sposi, que tous les Italiens haïssent parce qu'on est forcé de le lire aux classes lorsqu'on n'a pas encore l'esprit suffisamment formé pour l'apprécier. Tandis que tout le monde, je crois, a eu la même expérience. Quand on le relit en étant à l'âge adulte, on découvre un très grand roman. Et là, il vaut toujours la peine de le relire. Et pour découvrir, oui, des continuités, des trucs qui se représentent. Par exemple, ce qu'en italien on appelle la peur des untori, c'est-à-dire de ceux qui, dans le mythe, dans la croyance populaire, répandaient la peste exprès, par haine de la société. Et là, Manzoni a écrit dans ce roman et aussi dans son ouvrage spécialement consacré à cette question, a écrit des pages formidables. Là, nous avons vu au début un principe de chasse, caccia agli untori, on dit en italien, un principe de chasse à ceux qui apportent la peste, parce que en Italie, nous rappelons très bien, il y a 2 mois, lorsqu'il semblait que cette épidémie était une affaire des Chinois, alors les Chinois étaient tenus à distance en Italie, plus personne n'allait au resto chinois, et si on rencontrait un Chinois sur le pavé, on changeait et parce que justement, notre esprit humain a cette faiblesse d'avoir toujours besoin de croire qu'il y a un coupable. Et donc là, c'est quelque chose qu'on peut retrouver. Par contre, je fais aussi, au début de notre épidémie, quelque chose d'évidemment très, très banal, mais je ne l'ai pas fait exprès. Je relus Camus, La peste, mais c'est qu'il m'est tombé entre les mains en rangeant des bouquins. Et donc, je l'ai eu entre mes mains, j'ai décidé de le relire. C'est un très grand roman aussi. Et là, ce qui est bizarre,
et que la peste se déchaîne à Oran dans les années 40, et d'un côté, on prend les mesures qui nous sont familières, c'est-à-dire la ville est fermée, cernée, plus personne ne peut sortir. Mais par contre, dans cette ville où le bilan de la peste est bien plus tragique, de cette peste imaginée par Camus, est bien plus tragique du point de vue numérique par rapport à notre épidémie d'aujourd'hui, dans cette ville, personne ne songe à fermer les commerces, les restos, les cinémas, etc. On renferme les malades et leurs familles dans leurs apparts, mais la vie commune continue. Camus n'avait pas imaginé, c'est ça qui est intéressant, la puissance créatrice de cet auteur n'est pas arrivée à imaginer qu'on pourrait, dans la société contemporaine, arrêter complètement la vie sociale et économique lorsque l'épidémie se présente. Ça, c'est la grande découverte de nos jours. C'est ce qu'on a découvert, nous, aujourd'hui. Est-ce qu'un historien, si tu devais, bien sûr, les historiens s'intéressent à l'histoire avec une distance, mais là, bon, on est dans le présent. Est-ce que si tu devais faire l'histoire de ces mois qu'on traverse, quels sont les traits majeurs que tu pourrais déjà souligner aujourd'hui? Alors, supposons évidemment que l'épidémie est vraiment, comme nous l'espérons tous, en train de ralentir. Et donc, supposons que nous pouvons déjà faire un bilan de quelque chose qui est en train de s'arrêter. Parce que, évidemment, si, au contraire, il devait arriver que cette épidémie ne s'arrête pas, ou que apparemment elle s'arrête, mais elle revient l'année prochaine, etc. Et donc, au moment où il faudrait vraiment apprendre à vivre avec cette menace, c'est évidemment le changement de la vie collective et le changement de notre mentalité qui serait la chose la plus intéressante à découvrir pour les historiens du futur. Par rapport à ce que nous avons vu jusqu'à ce moment-là, je dirais que l'histoire de cette épidémie sera surtout un exercice dans l'analyse des mécanismes du pouvoir, des mécanismes de la décision. Nous avons vu nos classes politiques, je parle de l'Occident, évidemment l'épidémie est un phénomène mondial, et je sais que les pays les plus occidentalisés d'Asie, par exemple, la Corée du Sud, le Japon, ont réagi comme et mieux que les gouvernements de l'Occident. Mais je sais très peu de ce qu'on fait en Afrique, par exemple, ou en Amérique du Sud. Ici, chez nous, en Europe, je dois dire que pour la première fois de ma vie, j'ai vu les classes politiques italiennes, françaises, allemandes, anglaises, face à une situation où il fallait prendre des décisions tout de suite, très vite, avec peu d'éléments, en décidant dans 24 heures s'il fallait faire confiance à tel ou tel expert, et en prenant des décisions très graves par rapport à notre habitude de vie paisible. Et par rapport à ça, le terrorisme, ça a été la seule autre émergence qui a obligé souvent nos classes politiques dans les dernières décennies à prendre des décisions graves, introduire des lois qui limitaient la liberté des citoyens. Mais là, normalement, on n'avait plus de temps. Ici, pour la première fois, on a vu des gouvernements dans la situation où le gouvernement se trouvait normalement en temps de guerre, par exemple, où une nouvelle arrivée en pleine nuit force un gouvernement à se réunir le jour après et à décider dans quelques heures des interventions importantes. Et là, on a vu, bon, c'est pas vraiment ce qu'on a vu à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, lorsque des hommes politiques discutés et discutables ont révélé des qualités formidables. Je pense à Churchill, par exemple, justement au moment où il fallait interpréter très vite la situation et avoir le courage de prendre des décisions impopulaires aussi, etc. On a vu, pas ça, mais quelque chose qui pourrait ressembler à ça. On a découvert que nos gouvernants, que le devoir des gouvernants est de réagir vite. Peu importe finalement
si les décisions sont toutes justes ou non. Lorsqu'on prend beaucoup de décisions, on fait des erreurs aussi, toujours. Mais nous apprécions, je le vois en Italie, l'opinion publique apprécie un gouvernement qui montre qu'il est conscient de la gravité de la situation, qui sait prendre des décisions assez claires, autant que peut le faire la bureaucratie italienne lorsqu'elle arrive à mettre par écrit les décisions du gouvernement, mais à prendre des décisions vite, tranchantes, et à les communiquer à l'opinion publique. Ça, on apprécie beaucoup ça dans les gouvernants d'aujourd'hui qui savent faire ça, et j'ai l'impression que notre façon d'attribuer la grandeur aux hommes politiques du passé étaient liés justement surtout à leur capacité de jouer ce rôle au moment de décisions graves. Une dernière question. Est-ce qu'en définitive, on peut tirer quelque chose de l'histoire passée des pandémies? Est-ce qu'il y a il y a des leçons à apprendre du passé ou finalement non, chaque fois c'est une situation nouvelle et avec laquelle il faut jouer, quoi. Alors, d'un côté, chaque fois, les conditions sont différentes. Les grandes épidémies du passé desquelles nous nous occupons, c'était des épidémies qui balayaient le tiers, la moitié, le quatrième de la population dans quelques mois. Donc, les changements étaient énormes et forcés. Les gens qui se réveillaient après l'épidémie se trouvaient à vivre dans un monde différent. Nous, peut-être, là, j'ai toujours dit pendant cette période à ceux qui prétendaient me demander des prévisions sur le futur, j'ai toujours dit que l'historien ne sait carrément rien du futur. C'est déjà beaucoup si on arrive à savoir quelque chose sur le passé. Le présent nous fait peur comme à tout le monde, nous n'arrivons pas à le comprendre et le futur est imprévisible. Ceci dit, si l'épidémie allait vraiment s'arrêter avec ce cycle, nous allons nous retrouver dans un monde qui apparemment n'aura pas changé beaucoup. Les morts, on les regrette, la souffrance a été énorme pour les familles qui ont eu des morts, mais du point de vue statistique, ça compte très peu. Donc nous allons nous retrouver dans un monde qui ne va pas nous forcer à penser le changement. Et donc il faudra un effort particulier pour penser ce changement. Je crois qu'il serait important de traire des leçons de ce que nous avons vécu, que nous sommes en train de vivre, mais là, nous n'allons pas être obligés de tirer ces leçons. Et donc, il faudra voir si nous, nos intellectuels, nos hommes politiques, et nous en général, nous allons être à la hauteur de ce défi. Eh bien, on verra tous ensemble. Pour le moment, je te remercie, Alessandro Barbero, d'avoir partagé avec nous cette réflexion et j'espère qu'on aura bientôt l'occasion de se voir en vrai, soit à Turin, soit à Paris, à l'Institut culturel italien. Merci beaucoup encore. Merci à vous, merci à toi. Je l'espère aussi. Paris commence à me manquer et donc à bientôt, j'espère. À très bientôt.